Bon, j'ai un dilemme, j'ai un gros dilemme. Il faut que je parte tourner là, ma vidéo d'aujourd'hui. Et alors j'ai un souci, je voudrais y aller en vélo ou y aller en trottinette. Et le problème c'est que, alors attendez, je dois aller tourner en ville, dans une cathédrale. Et le problème de la trottinette, c'est que je peux pas accrocher, je peux pas vraiment l'accrocher, j'ai pas d'antivol. Je peux pas accrocher la trottinette à quelque chose. J'ai un antivol, mais c'est un antivol de moto, ça passe pas dans les roues, donc là je suis coincé. Je peux pas y aller en voiture parce que c'est impossible de se garer à Bordeaux. Donc je me suis dit, je vais y aller en vélo, mais le problème c'est que mes pneus sont complètement dégonflés, que j'ai plus de pompe. Donc voilà, ça intéresse personne, je sais, mais pour l'instant, là, depuis une demi-heure, c'est mon dilemme, j'ai un problème. Là, je suis en train de me prendre la tête. J'avais prévu d'arriver à la cathédrale avant l'ouverture pour avoir le moins de monde possible, comme c'est un lieu très touristique, et pouvoir tourner sans qu'il y ait trop de monde. Mais bon, ça risque d'être chaud, il va falloir que je passe à un magasin de vélo pour... La cathédrale primatiale Saint-André de Bordeaux, située sur la place Péberlan, est le lieu de culte le plus important de Bordeaux. Il s'agit de l'église cathédrale de l'archidiocèse de Bordeaux. Elle est consacrée le 1er mai 1096 par le pape Urbain II en tournée pour prêcher la première croisade. Elle est reconstruite dans le style gothique du XIIe siècle au XVIe siècle. Dans cette église furent célébrés 2 mariages royaux. En 1137, le mariage d'Aliénor d'Aquitaine, alors âgé de 15 ans, avec le futur Louis VII, roi des Francs, et en novembre 1615, le mariage d'Anne d'Autriche, infante d'Espagne, et de Louis XIII, roi de France et de Navarre. Bon, alors on a un petit souci. La cathédrale aurait dû ouvrir à 10 h, mais elle n'est pas ouverte. Il est presque 10h30, je ne sais pas ce qui se passe. Il faut absolument que je puisse rentrer à l'intérieur pour vous montrer ce que je vais vous montrer. Donc là, on va faire preuve de patience. Et j'espère que ça ne va pas faire foirer mon tournage. Voilà. L'église primitive est fondée au IIIe siècle. Le lieu de culte aurait subi des destructions pendant les invasions médiévales. Wisigoths lors des invasions barbares à la fin du 5e siècle, par les Sarrasins en 725, lors des invasions normandes en 848 et 864. En 814, Louis le Pieux accorde un diplôme d'immunité à la cathédrale et place ces 2 édifices adjacents sous la protection judiciaire du roi. Reconstruite au cours du XIe siècle, la cathédrale est consacrée en 1096. Ça ouvre, enfin. Après, à droite. Alors ce que je veux vous montrer se trouve un peu plus loin, faut que je le retrouve, parce que j'ai fait une exploration ici. J'ai eu la chance d'avoir toute cette cathédrale pour moi tout seul, c'est pas des conneries. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là j'étais arrivé et il y avait des travaux à l'arrière là-bas. Donc en arrivant, le chef de chantier me voit tourner en rond avec mon matériel et il me dit « Vous êtes là pourquoi monsieur ?» Et du coup je lui dis « Écoutez, je suis là pour faire des images. » Et du coup il me regarde de haut en bas et puis il me dit « Bon écoutez, je ne vais pas vous empêcher de faire votre travail. Allez-y, rentrez. Vous avez la cathédrale pour vous. » Et là, un truc incroyable. J'ai eu toute la cathédrale pour moi tout seul. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, et ça très peu le savent, mais à l'intérieur du monument, sous vos pieds, se trouve le cœur de l'archevêque François de Sourdis. En effet, ce dernier avait autrefois ordonné qu'à sa mort, cette partie de son corps soit enterrée devant la grande porte du chœur de la cathédrale. Vous ne me croyez pas? Libre à vous de vérifier. Les visites sont libres et gratuites tout au long de l'année. Et donc ce qui s'était passé, je suis venu avec mon K2, je l'ai passé un peu partout, donc évidemment on est en centre-ville, donc bon, voilà,
toute proportion gardée. Mais il s'est passé un truc, le K2 n'a absolument pas réagi, sauf sur une tombe. Ok, c'était sur cette statue-là. Dès que j'approchais le K2, il s'allumait. Donc là, ce que je vais faire, je vais refaire le test. Je vais approcher mon K2 et voir ce qui se passe. Bon, je vais faire ça discret parce qu'il y a énormément de gens qui passent. Voilà, je l'ai juste posé sur la statue. Je vais attendre 30 secondes pour voir, voilà. Bon, 30 secondes, c'est bon. Donc là, regardez. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est un peu étonnant parce que ça fait très longtemps que ce personnage est enterré ici. À l'époque où moi j'étais venu, il y avait effectivement des travaux mais vraiment à l'autre bout. Hein. Et alors je ne vois pas dans quelle mesure il y aurait eu un champ électromagnétique ici, puisqu'il n'y en avait pas là, il n'y en avait pas là, il n'y en avait pas là-bas. Donc il y a un mystère. Alors à moins que, c'est une autre possibilité, à moins qu'il y ait des câbles électriques en dessous. Il y a peut-être un réseau électrique en dessous qui passe sous la tombe, mais il n'y a rien. Il y a peut-être un réseau électrique qui passe dessous, qui n'est plus actif maintenant, ou peut-être que pendant les travaux, ils ont dû détourner, faire dériver le courant électrique ailleurs. Je dis n'importe quoi, j'y connais rien. Mais en tout cas, c'est une théorie. Mais en l'occurrence, il y a un mystère. J'ai gardé l'idée que, du fait qu'il y avait les travaux, peut-être qu'il y avait des câbles qui traînaient. Vous savez, des fois quand il y a des travaux, alors moi je les avais pas vus, mais je n'avais pas forcément fait attention. Mais peut-être qu'il y avait des câbles qui traînaient par terre. Et lorsqu'ils ont enclenché leur machine à l'extérieur, il y avait peut-être des gros générateurs qui pouvaient créer un champ magnétique. Ou alors ils ont creusé dessous, et en creusant dessous, ils ont fait une installation électrique. Je sais pas. Je vous raconte pas comment les gens ils me regardent. Surtout quand j'avais mon K2 à la main tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense que s'il y avait eu des amateurs de paranormal et de chasse aux fantômes, il y en a qui seraient venus me voir en me disant hey, vous faites quoi avec votre K2? Là, ils avaient l'air vraiment de s'interroger, en disant mais il fait quoi avec sa machine? Surtout sur une tombe, parce que oui, la statue du monsieur, c'est pas juste une statue représentative. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est une vraie tombe. Ils sont enterrés vraiment dessous. Maintenant, il faut que je vous raconte une histoire, parce qu'il y a une légende de fantôme dans cette cathédrale. Et je vais vous montrer là où le fantôme est apparu plusieurs fois. Bon ben voilà, la porte d'entrée principale, hein, que vous avez vue tout à l'heure, eh ben il a été vu exactement ici. Et je vous raconte cette histoire. Vous ne savez pas tout. Un soir d'été, une cycliste percuta violemment un homme en soutane blanche devant le portail sud de la cathédrale. Lorsqu'elle se releva et se retourna pour aborder l'homme qu'elle avait percuté, ce dernier avait disparu. La cycliste raconte avoir ressenti un froid glacial en percutant cet homme. Elle est persuadée d'être entrée en contact avec un fantôme. Quelque temps après, plusieurs témoins affirment également avoir vu un homme ressemblant à un moine déambuler devant le portail sud. Des SDF racontent aussi qu'à cet endroit précis, leur chien devenait fou et aboyait constamment, sans raison, de jour comme de nuit. Alors, ont-ils aperçu eux aussi cette mystérieuse présence ? On est pourtant au centre-ville de Bordeaux, hein. On est vraiment sur une des plus grandes places de la ville. Et on est devant la cathédrale principale, la plus grande église de Bordeaux. Et on n'est pas dans un lieu abandonné avec de la poussière et des araignées partout. Bien au contraire, c'est un lieu ultra touristique mondialement connu. Et il y a eu un phénomène ici observé par une femme qui se promenait en vélo, qui a percuté carrément cette personne, et des SDF. Il y a énormément d'SDF tout autour, effectivement.
Et c'est quand même bizarre que ça se recoupe comme ça. Parce que, a priori, il n'y a pas de raison de raconter des histoires. En tout cas, peut-être qu'ils ont cru voir quelque chose. Mais en tout cas, sur deux types de personnes aussi différentes qu'une femme qui se promène juste en vélo et des SDF, quoi. Ce serait à la limite que des SDF ou une famille. On peut se dire, bon, bah, ils peuvent s'influencer les uns les autres. Mais là, c'est quand même un profil de personnes très différent. C'est ce qui rend la porte sud de la cathédrale Saint-André de Bordeaux aussi mystérieuse, puisque c'est là qu'a eu lieu un phénomène paranormal. J'ai oublié de demander un truc. J'y retourne. Je voulais demander un truc très important. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez où est enterré le cœur de François de Sourdis? Le cœur? Oui. C'est un religieux dont le cœur a été enterré comme artefact ici, à sa demande. D'accord. Probablement dans la chapelle du fond. Fermé. Ça doit pas être là, je pense. Hein. Je pense pas que ça doit être là. Bon, ben non. J'ai fait tous les endroits qu'il m'a dit et je l'ai pas trouvé. Il doit être sûrement dans la chapelle dont il m'a parlé tout à l'heure. Inaccessible au public. Bon, ce que je peux comprendre, hein, c'est que c'est le cœur de François de Sourdis, c'est un artefact. Hein, voilà, c'est quelque chose quand même de relativement important. Donc ça doit être un peu gardé secret. Bon, ok. Au Moyen-Âge, Bordeaux n'était pas la ville que l'on a aujourd'hui où il fait bon vivre. Il y avait des exécutions de la part de la justice quasi quotidiennes. Le voleur avait les oreilles coupées. L'empoisonneur, l'hérétique et la sorcière étaient brûlés vifs. Le blasphémateur avait la langue percée. Le faux monnayeur était bouilli vif. Le mendiant qui fait du mal à un enfant était traîné dans toute la ville par un cheval. Les amants adultérins avaient le corps marqué au fer rouge. Le meurtrier était enterré vivant avec sa victime. Stop, 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 stop. C'est bon, on a compris. Le Moyen-Âge, c'était vraiment pas une sinécure et croyez-moi, si on me donnait une machine à voyager dans le temps et qu'on me disait à quelle époque du passé tu voudrais repartir, franchement, je repars une semaine en arrière. Pour faire un petit loto, pour faire un... Voilà. Non, pas vous. Allez, vous m'avez posé plein de questions, j'en ai sélectionné 3. Et la première de ces questions est une question de Corinne. Salut Corinne. Corinne qui me dit, j'ai une question. Depuis toutes ces années où tu as eu des enquêtes de toutes sortes avec ou pas des résultats satisfaisants, et pour certaines super flippantes, voire violentes, quand même pas jusque-là, comment gardes-tu ton âme d'enfant ? Ton regard curieux et émerveillé devant le mystérieux ainsi que ta motivation de tes débuts sans faire passer le lucratif, peut-être involontairement, avant le reste. Comment gardes-tu ton âme d'enfant ? En fait, j'ai toujours été un peu gamin. Depuis toujours. D'ailleurs, on me l'a beaucoup reproché. C'est quoi être adulte ? Enfin, moi, c'est la question que je pose. Être adulte, c'est quoi ? C'est rentrer chez soi le soir à partir de 35 ans, mettre ses charentaises, s'asseoir dans le fauteuil, regarder des jeux télé en faisant des mots croisés. C'est quoi être adulte ? C'est avoir un boulot, quel qu'il soit, mais avoir un boulot juste pour payer ses factures. C'est ça, être adulte. Être adulte, c'est quoi ? Être adulte, c'est fonder une famille, avoir des enfants. Si c'est ça être adulte, moi je veux pas le devenir. À toutes ces obligations sociales, j'ai répondu non. Parce que c'est pas là-dedans que je m'épanouis. Moi j'ai besoin de me sentir émerveillé, de me sentir... je suis fan de plein de choses. Il y a des gens, quand on leur dit « Ah bon, t'es fan de lui ?» Ouais, c'est un peu niais quoi, ça fait genre... Vous savez, ça fait genre, ouais, c'est nul. Ben non, moi je suis absolument un fan. Je suis fan de Tom Cruise, je suis fan du groupe Bon Jovi. Ben ouais, je suis ultra fan. Et si ça en défrise certains, tant pis. Donc tu me demandes comment je fais pour garder mon âme d'enfant, mais je ne sais pas, puisque je suis comme ça. Et puis les mecs de mon âge, ils me font peur, hein. Pas tous.
d'accord? On n'est pas tous comme ça. Mais la majorité des hommes de 50 ans et plus, moi, ils me font peur. Hein. Ils sont vieux. Il y en a, la plupart, ils sont vieux, même avant ça, hein, même à 40 ans, ils sont vieux. Le meilleur compliment qu'on puisse me faire quand j'énerve quelqu'un, c'est « Oh, grandis un peu !» J'adore. Ça veut dire que je t'emmerde et que je suis content de t'emmerder. Voilà. Alors, tu me demandes aussi comment je fais pour regarder mon âme d'enfant et ma motivation sans faire passer le lucratif en premier. Alors, évidemment, c'est pas une œuvre de bienfaisance, Projet 51. C'est un vrai travail à temps complet et je gagne ma vie avec. Alors, l'aspect financier est très important. Mais au bout du compte, ça n'est pas le plus important. Ça passe en second. Ce qui va passer en premier, c'est la passion, bien sûr. Aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais pu faire un travail correctement qui ne me plaisait pas. Il y a des gens, ils en sont capables. Ils ont cette force de caractère de dire « Eh ben, j'aime pas ça, mais je vais le faire parce qu'il faut le faire et en plus, je vais bien le faire. » Moi, j'en suis pas capable. C'est pour ça que je suis assez rapidement sorti du cursus salarial normal pour m'orienter vers les métiers qui me passionnent. C'est pour ça que je ne me lasse pas, c'est parce que je fais uniquement ce que j'aime. Vous ne me verrez jamais faire une vidéo que je n'aime pas, ou un style de vidéo que je n'aime pas, uniquement pour le profit, uniquement pour... voilà, parce que déjà ça va se voir, je suis incapable de mentir là-dessus, je suis incapable de faire croire aux gens que je suis content d'être là, alors que je suis pas content. Ça, c'est un truc que je sais pas faire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci Corinne. Alors, une deuxième question de Tonin BDY85. Ok, salut à toi. Bonjour David, petite question. Pourquoi les publicités sont fortes à chaque fois? C'est désagréable. Est-ce qu'il y a moyen de changer ça? Non. Parce que c'est pas les youtubeurs, enfin nous, dans nos paramètres, on peut pas régler ça. Mais tu sais, ça, c'est pas une nouveauté. Depuis que la publicité existe, regarde TF1, regarde France 2, France 3, enfin, regarde toutes les chaînes, tu remarqueras que lorsque tu regardes ton film, quand la pub commence, le son est plus fort. Pourquoi? Pour attirer notre attention, pour nous forcer à regarder, pour nous forcer à entendre ce qui se dit, le produit, machin, acheter ci, acheter ça. C'est ça. C'est la publicité qui est comme ça, c'est insupportable, je suis d'accord avec toi, mais ça a toujours été comme ça. Voilà, désolé de ne pas pouvoir en faire plus. Merci pour ta question, Tona. On va prendre la troisième question. Alors, une question de Lolium J8230. Salut à toi. Alors, bravo pour cette enquête. Donc, ça, c'est pas la question. Merci beaucoup. Une question pour ta fac. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'être énervé, excédé par l'absence de résultats ou de réponses? Non, jamais. D'ailleurs, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, moi j'ai un proverbe qui me suit, j'en ai beaucoup qui me suivent des proverbes, il y en a un, en tout cas pour ce que je fais dans les explorations, qui dit « La destination est moins importante que le voyage ». Et c'est tout à fait mon cas. Quand je sors faire une vidéo, au bout du compte, même si c'est rien passé, eh ben, j'ai passé un super moment. J'ai tourné dans un lieu bizarre, un lieu incroyable, j'ai vécu des émotions... voilà, et puis s'il y a des résultats, c'est la cerise sur le gâteau. Mais s'il n'y en a pas, ben il n'y en a pas. Et souvent, il n'y en a pas. Ou en tout cas, si. Il ne faut pas confondre les résultats paranormaux et les résultats au sens large. Dans toutes mes vidéos, ou presque, il y a des résultats. Mais après, à l'analyse, je débunk et je conclus finalement que tout ce que j'ai entendu ou vu était soit le fruit de mon imagination, soit... des bruits ambiants tout à fait explicables, mais rien de paranormal. Voilà. Pour moi, ça, c'est des résultats. Parce que sur le moment, eh ben, je peux pas tout analyser, je peux pas tout débunker. Là, l'analyse est là pour ça. Donc, pendant l'exploration, je vis mon exploration à 100%. Je joue à fond la carte du paranormal. Évidemment, quand il y a un truc super évident, ben oui, bien sûr, sur le moment, je dis OK, c'est ça. Mais sinon, voilà, je laisse la place à l'analyse. Et après, effectivement, voilà. Pour moi, il n'y a pas d'exploration décevante. Vraiment pas. Voilà, merci à toi, merci d'être venu, merci de m'avoir posé ta question et je te fais un bisou. Samedi qui arrive, je vous propose une exploration un peu spéciale puisque je suis parti avec mon ami Johan, qui est photographe, vous le connaissez sur la chaîne, et nous sommes allés dans un couvent, un ancien couvent dans lequel toutes les nonnes au Moyen-Âge sont mortes de la peste noire. Et le plus incroyable dans cette exploration, c'est qu'on ne pouvait pas accéder au couvent par l'extérieur, puisque c'était en plein centre d'un village. On a dû y accéder par les sous-sols, par des galeries secrètes que seuls les initiés connaissent. Et on a utilisé les tunnels de sortie
qu'utilisaient les nonnes en cas de bataille, en cas d'invasion ou quoi, par lesquelles elles s'échappaient pour ne pas être pris. Et on est arrivé dans ce couvent sous terre, c'était oufissime, ça ne m'était jamais arrivé. Sans compter la pétoche qu'on a eue avec Johan à un moment donné, lorsqu'il s'est passé, vous le verrez. Il s'est passé un truc super bizarre et on l'explique toujours pas. Allez, je vous laisse vaquer vos occupations, je vous fais un bisou et je vous dis à samedi.